Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tout droit tout simple. Le podcast qui aide les étudiants et les jeunes juristes à découvrir les métiers du droit et décoder le monde de l'entreprise. Je suis Delphine Bordy, ancienne avocate et directrice juridique depuis plus de 20 ans et également formatrice et créatrice de contenus digitaux. Je vous propose de rencontrer des personnalités du monde du droit qui s'expriment en toute franchise sur la vision de leur métier et leur quotidien. Une grande source d'inspiration pour tous les étudiants et ceux qui cherchent leur voie et un excellent moyen de découvrir le monde professionnel. J'accueille aujourd'hui Emmanuel Daoud, avocat spécialisé en droit pénal et en compliance. Il exerce également en matière de cybercriminalité, de protection des données à caractère personnel. Enfin, Maître Daoud a développé une expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, s'intéressant aux implications de cette nouvelle législation en matière de liberté et droits fondamentaux. Nous ne pourrons bien sûr pas évoquer tous ces sujets aujourd'hui, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au risque pénal pour les dirigeants, aux enquêtes et au contrôle des autorités en matière de conformité et aux lanceurs d'alerte. Très bonne écoute! Bonjour maître et merci à vous d'avoir pris le temps de cette interview. Nous sommes un petit peu courts et après pour trouver une date entre deux gardes à vue, des rendez-vous clients, des déjeuners d'affaires, mais ça y est, nous sommes parvenus et j'en suis absolument ravie. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques phrases et de nous livrer les grandes lignes de votre parcours? Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis très honoré de pouvoir participer à ce podcast et de partager, j'espère en toute humilité, mon expérience pour vous et vos auditrices et auditeurs. Alors, en quelques phrases, résumer ce qui est pour le moment, en tout cas, une carrière professionnelle de 33 ans. C'est un exercice un peu difficile, mais je vais évidemment aller à l'essentiel. J'ai prêté serment le 3 février 1988. J'ai été recruté par notre confrère Jean-René Fartois, qui n'était pas encore bâtonnier. J'ai collaboré à ses côtés pendant 2 ans, puis ensuite, dans le cadre d'une réorganisation en interne, le bâtonnier Mario Stasi et Jean-René Fartois m'ont demandé si j'acceptais d'être le collaborateur de Mario Stasi, ce que j'ai accepté bien volontiers, évidemment. Et c'est à ce moment-là, après avoir fait beaucoup de droits des obligations, que j'ai commencé à développer aux côtés du bâtonnier Mario Stasi une pratique en droit pénal, droit commun et déjà du droit pénal des affaires. En 1995, Mario Stasi, Jean-René Fartois et Vincent Asselineau m'ont demandé, avec d'autres collaborateurs de l'époque, d'être leur associé. Et en 1999, nous avons fondé le cabinet Stasi et Associés, qui s'est vraiment développé, notamment dans la pratique du droit pénal des affaires. En 2009, j'ai fondé aux côtés de mes associés Christine Carpentier et Julie Ferrari le cabinet Vigo, dans lequel j'exerce encore aujourd'hui. Cabinet qui est un cabinet de très contentieux, gestion des risques avec une épine dorsale très pénale et pénale des affaires, mais pas seulement, et avec une activité qui a pris plus d'ampleur ces 5 dernières années, qui est la compliance, mais vraisemblablement nous y reviendrons. Voilà pour l'essentiel de mon activité professionnelle comme avocat. Vous dire aussi que notre cabinet se singularise par une activité pro bono très développée, puisque cela représente à minima 15% de notre activité. Quand je dis pro bono, c'est donc travailler aux côtés de personnes physiques, mais aussi aux côtés de grandes ONG que je peux citer, comme RSF, l'AFIDH, avec qui nous avons un partenariat depuis de très longues années, MSF, Médecins du Monde, ECPAT, et d'autres que j'oublie, elles vont bien m'en excuser. Et nous travaillons pour ces ONG, nous travaillons aussi pour des personnes physiques et nous sommes également membres de l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme. Et cette activité pro bono est si importante, a un résultat très positif, c'est qu'elle nous singularise à ce point que de nombreux jeunes frappent à notre porte pour nous rejoindre, pour avoir une activité à la fois comme avocat, travaillant pour, comme l'on dit dans le jargon, des dossiers rémunérés, mais aussi pour défendre des grandes causes ou mener des contentieux stratégiques, comme par exemple celui que nous avons mené avec succès
aux côtés d'une autre ONG que je n'ai pas citée, Notre Affaire à tous, qui est une ONG spécialisée en justice climatique et avec laquelle nous avons initié ce que l'on a appelé l'affaire du siècle, qui a abouti à la condamnation de l'État français pour inaction climatique par 2 jugements de février et d'octobre 2021. C'était une décision historique et nous y avons travaillé dès 2016. Et pour vous donner une idée, nous y avons consacré à peu près un peu plus de 1000 heures aux côtés de Notre Affaire à tous, qui a ensuite été rejointe par Greenpeace France, Oxfam France et la Fondation Nicolas Hulot. Voilà ce que je peux dire en quelques mots, en espérant ne pas avoir été trop long. Non, non, non. Et justement, en parlant de pro bono et de procès, je crois qu'il y a eu, vous avez participé au procès de la tech écologie. C'est ça dont vous faites référence à ce procès fictif, ou c'est autre chose qui s'est déroulé il y a quelques jours, je crois. Alors, sans dévoiler la fin, évidemment, mais je crois que c'était un procès qui tournait autour d'une question essentielle de comment sauver la Terre sans sacrifier nos libertés individuelles, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? Oui, vous êtes très bien informé. Je suis membre d'une association qui s'appelle les Jurisnautes, qui est une association de juristes très, très fans de la science-fiction et qui, depuis plusieurs années, nous créons des procès fictifs qui posent des questions juridiques très, très importantes, toujours en se plaçant dans une perspective futuriste, puisque nous nous déplaçons dans le temps à 2050. On a fait le procès de l'intelligence artificielle, nous avons fait le procès des voitures autonomes, du ranking social numérique. Et cette année, nous faisions un procès dont l'objet était de savoir si, compte tenu de l'incurie, de la folie et de l'égoïsme des hommes et des femmes, il fallait sacrifier leurs libertés individuelles et publiques pour sauver la planète. Et ce procès a eu lieu à l'hôtel de l'Asset, dans la salle des fêtes de l'Assemblée nationale, avec un jury composé de magistrats, de parlementaires, de professeurs et d'étudiants. À l'occasion de ce procès, je défendais en partie intervenante une partie très singulière, puisque j'avais l'honneur de défendre la planète Terre. Ça n'arrive pas tous les jours. Et de Madame la procureure Florence Lardet, qui, pour les besoins de ce procès, est devenue avocate pendant un moment, et tous les deux, nous avons porté la voix de la Terre. Et par exemple, nous avons annoncé que nous étions en train de mener une procédure d'expulsion forcée. Nous l'envisageons sérieusement de l'espèce humaine pour la délocaliser, puisque celle-ci était non seulement en train de menacer la planète Terre, mais pas simplement menacer la planète Terre, de menacer sa propre espèce, l'espèce humaine, puisque quand on voit le nombre de millions de réfugiés climatiques, mais aussi la survie de plusieurs espèces, et en un mouvement de parole, nous avons rappelé que si l'on ramenait l'existence de la planète, c'est-à-dire 4,6 milliards d'années, à une année civile, l'homme n'apparaîtrait à 22 heures le 31 décembre 2050, en l'occurrence, on va dire 31 décembre 2021. Donc, lorsque l'on ramène l'histoire de la planète sur une année civile, l'homme n'apparaît que le 31 décembre et à 22 heures. Donc, c'est dire à quel point nous sommes une espèce qui est apparue très tardivement et combien la planète peut se développer avec ou sans l'homme, puisque nous en sommes malheureusement à la 6e extinction de masse et qu'il faut donc prendre des mesures drastiques. Et ce procès, organisé par les Jurisnautes, avec le soutien, il faut que je le dise quand même parce que c'est très important, de Lefebvre Dalloz, qui met des moyens considérables pour que ce procès se tienne. Il est filmé, il est enregistré et toutes les contributions sont écrites. Évidemment, les plaidoiries sont plus libres, mais il y a des argumentaires très sérieux sur un fond ludique qui sont publiés dans un cahier spécial de la revue Dalloz Nouvelles Technologies, dont le
rédacteur en chef, et Stéphane Prévost, que vous connaissez. Et donc, c'est à la fois un jeu, mais un jeu intellectuel, mais avec un fond juridique très, très sérieux, puisque nous confrontons nos idées en fonction des partis que nous défendons, et avec beaucoup d'enthousiasme, parfois de férocité, et avec l'envie de bien faire et de convaincre. Et je crois que alors le verdict est tombé, on ne va pas le révéler ici. Et je crois savoir, dites-moi si c'est exact, que pour savoir tout sur les conclusions, on peut aussi aller au rendez-vous des transformations du droit au Palais des Congrès le 18 et 19 novembre, où il y a une projection du film du procès qui sera organisée, je crois. Exactement. D'accord. Et donc, le film sera diffusé pour la première fois à l'occasion de cette manifestation. Bon, et ben rendez-vous donc très prochainement, donc dans 15 jours, aux Journées de la transformation du droit, si vous voulez connaître le verdict de ce procès fictif. Alors, je reviens un petit peu à vous et à votre métier d'avocat que vous nous avez dit, vous avez exercé maintenant depuis plus de 30 ans. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le métier d'avocat, en fait? Pour moi, la profession d'avocat est la plus belle profession au monde euh, parce qu'elle nous permet de rencontrer une variété quasi infinie de dossiers, mais derrière les dossiers, des êtres humains, des personnes, et en particulier l'avocat ou l'avocate pénaliste va pouvoir défendre et secourir au sens premier les justiciables qui lui font confiance. Et je connais très peu de professions qui vous permettent de vivre autant d'émotions. Vous pouvez être en colère, vous pouvez être joyeux, enthousiaste, ivre de bonheur, d'une grande tristesse. Et à chaque fois, il va falloir se remettre en cause. À chaque fois, il va falloir repartir au combat. Vous plaiderez le lundi, vous vous exposerez à la critique des juges, mais aussi à la critique de vos pairs. Le mardi, rebelote, et avec toujours ce sentiment que rien n'est jamais acquis, que vous pouvez toujours progresser, avec la possibilité de rencontrer des hommes et des femmes extraordinaires, même quand vous faites du pénal des affaires, rencontrer des grands chefs d'entreprise, rencontrer des hommes et des femmes au sein des entreprises qui, par exemple, cherchent à les transformer de l'intérieur lorsqu'on parle de compliance, rencontrer des hommes et des femmes qui ont tout perdu, soit en raison de leurs agissements parce qu'ils ont tué quelqu'un, soit parce qu'ils ont perdu un être cher, les aider à expliquer ce qui s'est passé, les aider pour celles qui ont été victimes à se reconstruire, essayer, et c'est très important, d'utiliser le droit comme facteur de progrès social. Et vraiment, je veux pas être un donneur de leçons, je vous dis les choses comme je les ressens et en partageant mon expérience qui n'est pas plus importante que celle d'un autre avocat ou d'une autre avocate, mais avoir la possibilité d'utiliser le droit, par exemple, puisque je citais cet exemple en matière de justice climatique, pour faire en sorte que l'État soit contraint de respecter ses propres engagements et qu'on ne soit pas simplement sur le terrain de l'incantation ou des déclarations. Comme avocat, mener ce type de combat vous remplit évidemment de satisfaction, pas de satisfaction narcissique, mais de satisfaction au sens j'œuvre pour le bien commun. Et lorsque l'on se rappelle les valeurs, les principes qui sont contenus dans notre prestation de serment, on s'aperçoit que pouvoir, au travers des dossiers, encore une fois, utiliser le droit comme facteur de progrès social, par exemple, déposer une plainte contre un établissement bancaire qui aurait financé un régime dictatorial et despotique qui a commis des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide contre sa population, ça pose la question au droit de savoir si l'on peut, comme banque, financer tous les régimes de la Terre, quel que soit le régime politique en vigueur. Lorsque l'on dépose une plainte contre Facebook
pour le compte d'une ONG comme Reporters sans frontières pour poser la question de savoir, évidemment, Facebook bénéficie de la présomption d'innocence, si le fait de ne pas contrôler pour ce réseau social de façon suffisamment rigoureuse la qualité des informations qui sont diffusées sur ce réseau, ou de laisser libre cours à des vidéos complotistes, ou de laisser libre cours à des messages d'incitation à la haine ou à des menaces de mort contre des journalistes, alors même que le même réseau prétend de façon commerciale et en fait un attribut de sa politique marketing en disant que sur ce réseau, les informations, il n'y a pas de fake news et les informations sont fiables. Est-ce que oui ou non, dans la mesure où Facebook monétise son audience auprès des annonceurs, il ne s'agirait pas là, à l'égard de ses clients et clientes, d'une pratique commerciale trompeuse? Ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question, c'est la justice qui répondra à cette question, mais vous voyez qu'en quelques mots, l'on peut résumer l'action d'un avocat ou d'une avocate en se disant oui, le droit peut être utile comme facteur de progrès social. Le dernier exemple en date, c'est un collectif d'associations de protection de l'environnement qui m'ont demandé de voir si l'on pouvait voir consacrer dans le droit français la notion de personnalité juridique pour un fleuve. Et cela a déjà été jugé au Venezuela, en Colombie, en Équateur pour des montagnes et des fleuves. Est-ce que le droit français le permettrait? C'est une question qui va être posée aux juridictions françaises. Donc, vous voyez que là encore, ce sont des questions vertigineuses, mais qui permettent à l'avocat que je suis, mais il y a d'autres avocats ou avocates qui font des choses similaires, de pouvoir vraiment travailler avec passion en tentant de résoudre ou de poser des questions intéressantes. Donc voilà, ce qui me plaît le plus dans le métier d'avocat, c'est d'utiliser, de rencontrer des hommes et des femmes que je vais défendre, d'utiliser le droit comme facteur de progrès social et finalement d'être épanoui parce que l'on vibre en permanence en exerçant la profession d'avocat. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous exercez notamment le droit pénal, des affaires, mais le droit pénal. Le risque pénal pour les dirigeants d'entreprise a été largement évoqué pendant la crise sanitaire de Covid-19. Quels ont été les plus gros défis des dirigeants d'entreprise pendant cette période? Quand est-ce que leur responsabilité pénale peut être engagée? Alors, il y a beaucoup de cas, mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel et surtout nous expliquer les gros défis auxquels ils ont fait face? Alors, finalement, la question posée au regard de la question posée par la pandémie à laquelle nous sommes confrontés, au regard de la responsabilité pénale des dirigeants, elle se résume en une interrogation. Est-ce que ces dirigeants ou ces dirigeantes ont ou non pris les mesures nécessaires pour protéger leurs collaboratrices et collaborateurs, voire leurs clients lorsque c'était des entreprises qui avaient des établissements recevant du public. Et c'était leur principal défi. Pour pouvoir apprécier la responsabilité pénale d'un dirigeant de ce point de vue-là ou de ses subdélégataires, il s'agit de savoir si, en l'état des connaissances scientifiques, en l'état des prescriptions qui étaient celles données par les pouvoirs publics, ces dirigeants ont mis en œuvre une politique de prévention du risque pandémique qui était à la hauteur des enjeux. Et si on veut traduire cela de façon plus juridique, est-ce qu'ils ont ou pas commis des imprudences, des légèretés, des négligences, ou est-ce qu'ils auraient commis des violations délibérées d'une obligation particulière de sécurité fixée dans la loi ou le règlement? C'est comme cela que la question juridique se pose. Il y a des plaintes qui ont été déposées par des familles de victimes, par des syndicats qui considéraient que telle ou telle entreprise, y compris d'ailleurs l'État employeur public, n'avait pas respecté les bonnes pratiques et n'avait pas respecté la loi. C'est aussi le sens des plaintes qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République à l'égard des ministres qui ont eu, y compris du Premier ministre, M. Édouard Philippe, qui ont eu à gérer la première vague pandémique.
Et la réponse qui sera donnée par les juridictions du fond, c'est oui ou non, ce dirigeant, cette dirigeante, a-t-elle ou pas été imprudente, négligente, a-t-elle ou pas violé de façon délibérée une obligation particulière de sécurité, a-t-elle ou pas mis en danger de façon délibérée la personne d'autrui alors qu'il aurait dû prendre d'autres mesures. Voilà les questions qui seront posées ou qui ont été posées, mais nous ne connaissons pas encore la réponse qui sera apportée par les juridictions du fond, à supposer qu'elles soient saisies. La Cour de justice de la République a mis en examen Madame Agnès Buzyn, mais ça ne veut pas dire pour autant que Madame Buzyn, ex-ministre de la Santé, sera renvoyée ou pas devant une juridiction, devant la juridiction de jugement. Et donc, l'avocat l'avocat pénaliste, lorsqu'il conseille des dirigeants dans cette configuration-là, doit attirer leur attention pour faire en sorte que l'entreprise, les dirigeants, les fonctions support soient au fait des dernières évolutions législatives ou réglementaires, soient au fait de ce que le gouvernement a demandé et a rappelé, soit par la loi, soit par des circulaires, soit par des arrêtés, pour que les entreprises dans les secteurs d'activité concernés soient les plus précautionneuses et vertueuses possibles. Mais comment prévenir le risque pénal ou éviter une mise en cause pénale dans une entreprise? Alors, la délégation de pouvoir, ce n'est pas gérer la mise hors de cause de la responsabilité pénale des dirigeants. C'est organiser en fonction des périmètres de responsabilité de chacun et de chacune la responsabilité pénale. Une délégation de pouvoir, son objet, c'est de transférer la responsabilité pénale. On la transfère, à un autre, évidemment. Pour élargir, pour tenter de répondre à votre question, la meilleure façon de prévenir le risque pénal pour une entreprise, parce qu'il ne faut pas oublier, je sais que vous le savez, qu'au-delà de la responsabilité pénale des dirigeants, il y a la responsabilité pénale de la personne morale avec des risques réputationnels qui sont évidemment très importants, puisque le principal actif d'une entreprise, c'est bien sa marque, sa réputation, son image de marque. C'est de faire en sorte que l'entreprise et toutes ses forces, toutes ses équipes soient vraiment très attentives à la communication, notamment des pouvoirs publics, pour en permanence s'adapter aux prescriptions qui peuvent évoluer très rapidement dans le temps. Et puis, il ne peut pas y avoir de manichéisme dans ce type de situation de crise. Il ne peut pas y avoir d'un côté les dirigeants et de l'autre côté les salariés. Je m'explique, ça veut dire que lorsque l'on est tous dans le même bateau, et l'avocat doit y veiller, on doit faire en sorte, si l'on est du côté de l'entreprise et de ses dirigeants, si on les conseille, c'est de faire en sorte que l'on prenne en considération ce que l'on appelle dans le jargon de la compliance les parties prenantes, à commencer par les partenaires sociaux. Imaginez que l'on peut traverser une crise de cette ampleur, de cette singularité avec un caractère extraordinaire sans prendre en considération les propos, les propositions, les recommandations des partenaires sociaux. C'est vraiment un calcul à très courte vue de la part des dirigeants qui seraient dans cette optique et qui adopteraient cette posture. Donc, en fait, une veille réglementaire très efficace et très régulière. C'est ça aussi qui... Ouais. Oui. Vous conseillez également les dirigeants et entreprises en matière de compliance, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les entreprises sont aujourd'hui mieux armées pour faire face aux enquêtes et au contrôle des autorités? Les autorités, que ce soit l'AFA ou l'autorité de concurrence, l'autorité des marchés Alors, ma réponse, elle est positive. La compliance et au-delà de la compliance, la prévention du risque et du risque généré par des contrôles des régulateurs, c'est une donnée qui est intégrée très en amont par, au premier chef, les directions juridiques qui évidemment partagent cela avec les directions générales, et il n'y a pas d'entreprise digne de ce nom qui ne fasse pas, par exemple, de formation en matière de droit de la concurrence.
Il n'y a pas d'entreprise digne de ce nom qui ne fasse pas de formation au risque pénal pour ses dirigeants ou ses collaborateurs. De la même façon que s'agissant de la compliance, et lorsqu'on parle de compliance, ce qui est afférent à la prévention et à la lutte contre les atteintes à la probité, puisqu'il s'agit d'une des obligations de la loi Sapin 2, la nécessité que les dirigeants s'approprient cette politique de compliance et la fassent, comme l'on dit dans le jargon, cascader dans l'organisation interne. Cela suppose notamment que les dirigeants et dirigeantes incarnent personnellement cette politique de compliance, qu'ils soient eux-mêmes formés, qu'ils envoient des messages et qu'ils portent cette parole en interne, mais que l'on veille aussi pour les fonctions les plus exposées à ce qu'il y ait des formations adaptées, pertinentes et singulières pour chacune de ces formations. Donc, ma réponse est oui, les entreprises sont mieux formées, mais on remet continuellement l'ouvrage sur le métier, et cet effort de formation, il doit être constant tout au long des années qui s'écoulent. Début 2021, l'AFA a actualisé ses recommandations anticorruption qui tournent autour maintenant de 3 piliers, et elle conseille aux entités de mettre en place un dispositif d'alerte unique de recueil des signalements, c'est-à-dire ceux émanant non seulement des employés, mais également des collaborateurs occasionnels ou extérieurs de l'entreprise. Est-ce que, d'après vous, le dispositif d'alerte, si on peut dire 2 en 1, recommandé par l'AFA, va faciliter la mise en conformité des entreprises encore plus? Je réponds là encore de façon positive. Pendant très longtemps, on a entendu plutôt un discours assez négatif à l'endroit des dispositifs d'alerte, et notamment des dispositifs d'alerte à la française, en disant que, et je l'ai entendu 50 fois, que c'était en quelque sorte favoriser la culture de la délation. Et un certain nombre d'entreprises, ou au sein de ces entreprises, de dirigeants, dirigeantes ou de directions juridiques, essayer de déployer ces dispositifs d'alerte de façon minimaliste parce qu'il ne fallait pas favoriser la culture de la délation en interne. Étant précisé que les mêmes pensaient que dès lors que l'on instaurerait ce type de dispositif d'alerte, l'entreprise et les services qui allaient traiter ces signalements allaient crouler littéralement sous les alertes et les signalements. En pratique, on s'aperçoit que cette crainte, et je ne dis pas qu'elle était illégitime, mais en tout cas, cette crainte ne s'est pas vérifiée. Les entreprises ne croulent pas sous les alertes et les signalements. Les entreprises ne sont pas submergées par des vagues de délation. Et en réalité, en tout cas pour ce que j'en sais, les signalements qui peuvent être faits sont des signalements qui sont finalement assez proportionnés et assez mesurés en nombre. J'ajoute qu'à partir du moment où ce dispositif de 2 en 1 est recommandé, oui, il va favoriser la mise en conformité plus robuste, comme l'on dit en matière de compliance, c'est-à-dire que les entreprises concernées auront une vision plus globale des faits générateurs de risques s'agissant des atteintes à la probité, et qu'il est préférable que les collaborateurs occasionnels ou extérieurs de l'entreprise puissent activer le même dispositif d'alerte, parce que ça permettra à l'entreprise de savoir ce qui se passe, de pouvoir le traiter, d'être aussi, d'une certaine façon, maîtresse de l'information et du calendrier de l'information. Ça ne veut pas dire étouffer le signalement, étouffer l'affaire. C'est simplement pouvoir réceptionner le signalement, dire au lanceur ou à la lanceuse d'alerte, qu'il soit salarié ou qu'il soit collaborateur occasionnel ou extérieur, je traite sérieusement et effectivement votre signalement, ce qui veut dire que le lanceur ou la lanceuse d'alerte, dès lors que l'entreprise traite avec efficacité et sérieux son signalement, ne pourra pas porter ce signalement à l'extérieur, et notamment à l'autorité judiciaire ou aux organes de presse. Cela permet à l'entreprise de faire une enquête interne et de faire en sorte de traiter, je me répète, cela sérieusement. Et donc, je maîtrise l'information,
j'évite qu'elle soit médiatisée et évidemment, je fais en sorte, si l'alerte est justifiée, de me mettre en conformité. Oui, alors il faut peut-être rappeler, effectivement, on évite la médiatisation parce qu'il faut respecter une procédure qui est bien cadrée et on ne peut pas effectivement aller directement vers les journalistes, enfin en tout cas médiatiser une information sans passer par cette procédure bien spécifique et d'abord en interne. C'est bien ça. Exactement. Vous avez, sans rentrer dans les détails, mais il y a d'abord un traitement interne. Si celui-ci n'est pas satisfaisant, qu'on ne répond pas, on peut saisir les ordres professionnels des syndicats. Si ça n'est pas suffisant, l'autorité judiciaire. Et si ça n'est pas encore suffisant, on peut médiatiser. Voilà. Donc il y a quand même un process bien cadré qui doit être respecté. On ne peut pas comme ça aller lancer des alertes n'importe comment. C'est quand même, faut le rappeler, c'est important. Comment s'articule le dispositif de lanceur d'alerte avec le secret professionnel de l'avocat? Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est est-ce que c'est le secret professionnel, est-ce que l'avocat qui mène l'enquête interne est soumis au secret professionnel quant au résultat de celle-ci? Oui, La réponse est la suivante. Lorsque je suis avocat et que je mène une enquête interne, il faut que je fasse en sorte de protéger la confidentialité sur l'identité du lanceur d'alerte. Je dois faire en sorte qu'elle soit anonymisée. Et par ailleurs, lorsque j'entends des personnes qui sont soit des témoins, soit des personnes mises en cause par ce signalement, par cette alerte, je dois attirer leur attention de façon expresse et solennelle sur le fait que les éléments d'information que ces personnes me communiqueront dans le cadre de cette enquête interne ne sont pas couverts par le secret professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais remettre un rapport et ce rapport mentionnera les éléments d'information que j'ai recueillis et ce rapport, je le remettrai tel quel à ma mandante, qui est l'entreprise qui m'a confié l'enquête interne. Donc, les propos que je recueille au cours de cette enquête ne restent pas confidentiels. Je les porte à la connaissance de ma mandante, l'entreprise qui m'a demandé de procéder à cette enquête interne. Et il faut vraiment le dire de façon expresse pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que vous ne surpreniez pas la confiance ou que vous ne trahissiez pas la confiance de celui ou de celle que vous entendez, qui pourrait imaginer que, comme il s'agit d'un avocat qui mène l'enquête interne, par définition, tout ce que cette personne lui dira sera couvert par le secret professionnel. Si un avocat se comporte ainsi, cet avocat commet une faute déontologique parce que ça ne correspond pas, notamment aux prescriptions du vade-mecum qui a été inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris, et ça ne correspond pas non plus aux prescriptions qui ont été énoncées par le Conseil national des barreaux. d'accord. Et un avocat lui-même peut être lanceur d'alerte. Ça, c'est une autre question. Mais évidemment, c'est pas parce qu'on est avocat et soumis au secret qu'on ne peut pas être lanceur d'alerte. Alors, c'est une question qui est intéressante. Lanceur d'alerte par rapport à qui? Lanceur d'alerte par rapport à ce que l'on aurait constaté dans son propre cabinet. Par exemple, ou à l'ordre des avocats, ou dans un dossier particulier, oui. Un avocat qui, dans le cadre de son activité professionnelle, prendrait connaissance de faits susceptibles de recevoir des qualifications pénales et qui les divulguerait, commettrait une faute déontologique et violerait son secret professionnel. Je ne peux pas être lanceur d'alerte sur les propres dossiers qui me sont confiés par mes clients. Oui, ça on est d'accord. Ce n'est pas possible. Sinon, on fait un autre métier. Sinon, effectivement, c'est pas la peine de défendre le client. Mais Non, par exemple, sur des faits, je sais pas, au sein d'un cabinet, au sein de l'ordre des avocats, au sein je ne sais pas, enfin, ou d'une instance représentative, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable?
Écoutez, nous avons une déontologie qui est une déontologie très forte, qui est l'épine dorsale de notre activité, qui est notre ADN. Si je constate quelque chose dans le cadre, par exemple, du fonctionnement de l'ordre ou de telle commission, ou que je constate des choses dans mon cabinet et que ces choses ne peuvent pas être réglées, la première chose que je dois faire, c'est d'en référer immédiatement à mon bâtonnier ou à ma bâtonnière. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est à lui ou à elle d'en tirer toutes les conséquences en engageant, parce que je vous rappelle que le bâtonnier est autorité de poursuite disciplinaire, en engageant des poursuites disciplinaires si besoin est. Mais il ne faut pas croire que les bâtonniers ou les bâtonnières sont des fossoyeurs, des entrepreneurs de pompes funèbres. Lorsque il y a des avocats qui manquent à leurs obligations déontologiques, je puis vous dire que notre profession se signale par son extrême sévérité et il ne peut pas en être autrement puisque nous sommes des auxiliaires de la justice et que si nous voulons que l'on continue à nous faire confiance, il faut que notre comportement soit irréprochable. Oui, donc là aussi, c'est quand même très encadré, puisque comme vous le rappelez, il va y avoir d'abord en interne, j'imagine, une enquête interne, ensuite au bâtonnier, ensuite, donc, de toute façon, ça ne sera jamais divulgué comme ça, à brûle pour point. Il va y avoir ce sera une procédure qui va être très encadrée quand même, Une procédure, dans le même cas que tout à l'heure pour une entreprise, en fait. un avocat qui voudrait porter à la connaissance de l'autorité disciplinaire des faits dont il a été témoin et qui serait susceptible de recevoir une qualification pénale, il s'adresse à son bâtonnier. Mm. On ne peut pas interdire à un avocat ou une avocate, si ou elle le souhaite, de saisir, de saisir les médias si ça lui chante. Après, il faudra qu'il ou elle, évidemment, au regard du droit de la diffamation, de ce que l'on appelle la dénonciation calomnieuse et en ce qui concerne nos principes essentiels, de savoir si une telle révélation qui pourrait être qualifiée dans un second temps d'abusive n'engage pas sa responsabilité personnelle, y compris sur le plan déontologique. Mais si on est avocat ou avocate et que l'on a des choses à dire que l'on aurait constatées, la meilleure des façons de faire, c'est de s'adresser directement à son bâtonnier ou à sa bâtonnière. Et à Paris, il y a des référents déontologiques pour chacun et chacune des avocats et avocates du barreau de Paris. Ils sont portés à la connaissance de chacun des avocats en début d'année. On sait à qui s'adresser et il y a toujours aussi la possibilité de s'adresser aux membres du Conseil de l'ordre ou à des anciens membres du Conseil de l'ordre pour demander conseil. Mm. Ok, c'est clair. Alors, il y a quand même de nombreuses personnes qui se servent aujourd'hui, vous l'avez rappelé, hein, des réseaux sociaux pour dénoncer des actes répréhensibles, des abus, des infractions. Les personnes qui lancent une alerte sur ces réseaux, est-ce qu'ils bénéficient d'une protection juridique? Et comment on fait pour se prémunir des faux lanceurs d'alerte, ou en tout cas qui sont nuisibles ou qui n'ont pas respecté la procédure qu'il aurait fallu respecter? Quelles sanctions ils encourent en fait en France? Alors, les personnes qui lanceraient leurs alertes directement sur les réseaux sociaux ne peuvent pas bénéficier s'agissant de salariés, de la protection du statut de lanceur d'alerte puisqu'ils ne respectent pas la règle, enfin la procédure graduée que nous évoquions tout à l'heure. Ensuite, je peux parfaitement décider, comme lanceur ou lanceuse d'alerte, parce que je ne crois pas au fonctionnement vertueux de mon entreprise, ou parce que j'ai des comptes à régler, ou parce que je suis animé par la colère, la rancune, la vindicte ou le désarroi, de tout balancer, comme l'on dit, sur les réseaux sociaux. Dans ce cas-là, je ne vais pas bénéficier d'une protection particulière, mais si ce que j'ai dénoncé correspond à la réalité, je ne vais pas être sanctionné pour autant. Puisque là, on revient dans le droit commun, et le droit commun, c'est lequel? C'est le droit de la presse. Est-ce que est-ce que j'ai tenu des propos qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne déterminée? C'est le droit de la diffamation. Est-ce que j'ai porté des accusations contre une personne susceptible de donner lieu à des poursuites et contre une personne X? Et est-ce que je l'ai fait avec l'intention de nuire et est-ce que ces faits étaient infondés? Si tel était le cas, c'est de la dénonciation calomnieuse. Donc,
ça ne peut pas être le grand n'importe quoi. Et celui ou celle qui déciderait, encore une fois, même de façon légitime, par colère, par désarroi, par vindicte, parce qu'il en a ou elle en a ras-le-bol, il ou elle s'expose, le cas échéant, si les faits portés à la connaissance du grand public sont faux, à des poursuites sur le terrain de la diffamation, de la dénonciation calomnieuse. C'est très encadré, enfin, en tout cas, plus exactement, on tombe dans le droit commun et il ne peut pas y avoir de surprise. D'accord. Les États-Unis, eux, rétribuent leurs lanceurs d'alerte, ce que la France refuse de faire, comme je crois la plupart des pays, sauf quelques-uns. Pourquoi est-ce qu'on souhaite maintenir ce désintéressement financier du lanceur d'alerte? Alors, moi, je n'ai pas d'idée d'arrêté sur cette question. Euh, je pense que cela relève plutôt, s'agissant de notre tradition juridique, d'une conception, je dirais les choses telles qu'elles sont, judéo-chrétiennes. Euh, on ne veut pas payer pour avoir des informations. D'ailleurs, c'est paradoxal puisque l'administration des douanes connaît le système des aviseurs, c'est-à-dire qu'on paye pour des infos qui ont permis de mettre en évidence des infractions douanières. Mais donc, on connaît déjà ce système en droit français. Est-ce que l'on doit aller dans cette direction? En tout cas, le législateur et la doctrine et la majorité des personnes qui s'intéressent à ces questions considèrent que ce serait la porte ouverte à des signalements qui seraient des signalements qui pourraient être des signalements abusifs ou exagérés parce qu'à la clé, il y aurait une rétribution. Ouais. Cela étant, de mémoire, je dis peut-être une erreur et vous me corrigerez ou quelqu'un me corrigera à l'écoute de ce podcast, il me semble que M. Hervé Falciani, celui qui avait détourné ce listing comme salarié de je ne sais plus quelle banque, je crois que c'est HSBC, était allé monnayer ces informations auprès des autorités françaises sans succès et qu'en revanche, il avait rencontré plus de succès auprès de l'administration fiscale allemande. Donc, c'est une question de conception philosophique, historique. Pour le moment, en France, ça ne passe pas. Oui, peut-être aussi pour éviter oui, comme vous le dites, des dérives et pas tomber dans une société de chasseurs de primes ou de délation. Bon, je ne sais pas, effectivement. Oui. Du coup, est-ce que, à votre avis, une nouvelle définition du lanceur d'alerte va être proposée avec cette... parce qu'il y a quand même une remise à plat du système français de protection du lanceur d'alerte là qui est prévue. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle définition du lanceur d'alerte? Quelles vont être les différences avec le texte précédent Sapin 2? Parce que je crois qu'il y a un texte qui se prépare. Alors, les grandes lignes de ce qui va être nouveau, si c'est transposé tel quel, c'est que aujourd'hui, les lanceurs d'alerte ne peuvent être que des personnes physiques. Demain, des associations, des syndicats, des ONG pourront être lanceuses ou lanceurs d'alerte. Et évidemment, on peut imaginer que les signalements seront plus nombreux, ou en tout cas portés avec plus de force que si ces signalements émanaient que d'une personne physique. Deuxième grande innovation, si le texte de la directive est transposé tel quel, c'est de savoir, ou plus exactement, de raccourcir la procédure graduée que nous évoquions il y a quelques minutes. C'est-à-dire que l'on autoriserait les lanceurs d'alerte, personnes physiques ou personnes morales, à saisir immédiatement l'autorité judiciaire, voire même à saisir les médias immédiatement pour que l'alerte soit plus effective et qu'il y ait une réaction plus immédiate aux faits qui seraient dénoncés par le lanceur d'alerte. Voilà les deux grandes différences. Mais pour l'instant, on ne sait pas dans quelle direction, enfin plus exactement, on ne sait pas quel sera le texte final puisque c'est toujours en discussion.
On pourrait parler des heures et des heures du lanceur d'alerte et de bien d'autres sujets, mais tout a une fin malheureusement. Et d'ailleurs, je vais vous laisser le mot de la fin. D'abord, vous remercier pour m'avoir sollicité. Et ensuite, j'ai envie de revenir à mon propos sur le métier d'avocat et ce qu'il a de passionnant. J'aime bien cette formule d'un poète turc. Comment éclairer la nuit quand nous ne brûlons pas? Pour moi, le métier d'avocat est un métier d'engagement et de passion. Et j'entends des discours trop souvent pessimistes et défaitistes dans les universités lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et qu'il y a trop d'avocats. On a même évoqué un numerus clausus. Vraiment, pour moi, c'est une très, 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 très mauvaise idée. Je trouve que cette profession doit être ouverte à toutes et à tous. C'est une des professions qui est la plus égale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un carnet d'adresses aussi épais que le bottin mondain pour démarrer dans cette profession, qu'on n'a pas besoin de connaître, d'avoir des réseaux pour réussir. Si l'on est un avocat ou une avocate déterminé, impliqué, travailleur, travailleuse, compétent, on peut vraiment s'épanouir dans cette profession, réussir. Il faut de l'ambition, je dis bien de l'ambition et pas de l'arrivisme, c'est-à-dire l'ambition de bien faire, l'ambition de se remettre en cause vraiment au quotidien. Il faut aussi savoir bien s'entourer, ne pas partir dans des aventures, ne pas considérer que l'argent est la vertu cardinale de notre profession. Comme souvent, lorsqu'on évoque la profession d'avocat, moi je vais dans des collèges, j'entends souvent dire que l'avocat, c'est un homme qui roule dans une voiture de sport et qui a de beaux habits. Donc tout ça est très caricatural. L'avocat ou l'avocate, encore une fois, c'est une femme ou un homme compétente, passionné, qui a envie de se bagarrer, de défendre. Je parle évidemment des pénalistes, et qui ne renoncera jamais et qui utilisera le droit comme un outil de progrès social. Et donc, il faut brûler, il faut avoir cette passion. Et si en plus du talent, du travail, on a un peu de chance, on peut vraiment être très, très heureux et très heureuse. Merci Maître Daoud, j'ai été vraiment ravie de cet échange, et je vous remercie d'avoir partagé votre expérience, votre savoir sur ces sujets complexes mais aussi passionnants. Donc un grand merci à vous. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment à l'écoute de cet épisode. Pour poursuivre l'aventure de ce podcast, je vous remercie de partager sans modération. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez visiter mon site www.toutdroittoutsimple.com. Si vous avez une envie de partager votre expérience, votre vision du métier ou vos idées nouvelles sur les métiers du droit, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt!